milieu des sables, rien ne marque la frontière aux confins algéro-marocains. Mais pour cette ligne sans vrai dessein, Algériens et Marocains s'affrontent. Deux postes perdus dans le désert, Assibeïda et Tinjoub, ont été l'enjeu d'une lutte sévère, occupée tour à tour par les deux adversaires. Finalement, les forces marocaines ont repris ces deux positions avec leurs points d'eau et leurs palmeraies. La rencontre avait fait une dizaine de morts et des blessés. À Marrakech, M. Mohamed Yazid, venu au nom du président Ben Bella s'entretenir avec le roi du Maroc de ce douloureux problème, reprenait, sans être arrivé à un accord, le chemin d'Alger. D'Alger, où devant une foule survoltée réunie sur le forum, le président Ben Bella appelait aux armes le peuple algérien et décrétait la mobilisation de tous les anciens djounoud. Pendant ce temps, à Marrakech, le roi Hassan II recevait la visite du négus Haïlé Sélassié. Au cours de cette visite prévue depuis longtemps mais dont les circonstances allaient changer le sens, le négus allait en effet chercher à faire avancer le dialogue algéro-marocain vers une solution de paix. Partout en Algérie, la mobilisation s'opérait. Les anciens djounoud, répondant à l'appel de Ben Bella, reprenaient du service. Et sur la route de Colombéchar, centre de rassemblement des forces algériennes, les renforts commençaient à monter vers cette frontière imprécise qui n'est peut-être qu'un prétexte pour lequel s'affrontent deux idées politiques et deux façons de concevoir l'avenir du Maghreb. Assibeïda reste le point névralgique du conflit algéro-marocain. Le point d'eau et la minuscule palmeraie sont occupés par l'armée royale marocaine qui, sous le commandement du général Driss, affirme avoir nettoyé la région des éléments algériens. Les Marocains ont fait prisonnier 4 officiers égyptiens. Intervention égyptienne, dit Rabat, simple mission d'assistance technique, répond Alger. Mais à la suite de tels incidents, le ton a monté au Maroc. Dans les rues de la Médina de Marrakech, une foule a manifesté contre Ben Bella à l'heure où le roi Hassan déclarait « Le Maroc n'est pas l'agresseur, il est certain de son bon droit ». Ces paroles ont naturellement trouvé un écho dans la population qui a fait de Marrakech à Mogador un triomphe à son souverain. En écho et dans tous les... À l'heure où nous vous présentons ce reportage, on se demande s'il reste encore quelque chance d'empêcher de s'affronter en une guerre généralisée l'Algérie et le Maroc. Deux pays que tant de raisons géographiques, ethniques et politiques, lorsqu'il s'agissait par exemple de s'émanciper de la tutelle de la France, avaient jusqu'à présent étroitement unis. De toutes les analyses qui ont été faites pour tenter d'expliquer le conflit, par-delà le motif initialement invoqué d'une simple contestation de frontières, laquelle choisir? S'agit-il des intérêts économiques certains que présentent les régions de Colombéchar et de Tindouf? S'agit-il essentiellement d'une lutte politique entre deux régimes aussi différents que ceux de l'Algérie et du Maroc, l'un socialiste, l'autre monarchique? Ou s'agit-il encore d'un autre enjeu auquel on songe moins, mais qui en définitive pourrait être tout aussi important? Dans le passé, en effet, le Grand Sud, malgré son immense pauvreté, a été l'une des zones stratégiques les plus importantes de l'Afrique du Nord. Lieu de destination de nombreuses caravanes, point de contact entre Algériens, Marocains, Soudanais même, carrefour où se pratiquait non seulement le troc de marchandises, mais aussi l'échange d'idées qui bien souvent, à partir de cette terre désolée, lancèrent de simples tribus nomades à la conquête de régions moins ingrates et quelquefois très loin. Mais nous ne retrouverons pas apparemment de telles considérations dans l'esprit de ce lieutenant algérien interrogé par Michel Honorin sur une position située à 15 km d'Assibeïda, c'est-à-dire en pleine zone de feu. Est-ce que les combats sont violents? Oui, dans un sens, un combat sans pitié, comme tous les combats qu'on a vécus. Et quelles sont vos difficultés ici, car vous êtes quand même très loin d'un centre pour le ravitaillement en munitions ou pour le On a ravitaillement? l'habitude pour ça, on a l'habitude, on a déjà assez souffert dans ces déserts avant la libération de notre pays. On le connaît parfaitement. Qu'est-ce que vous pensez de cette guerre contre le Maroc? De ma foi, cette guerre, c'est-à-dire on voulait bien se reposer, c'est-à-dire c'est une mi-temps qu'on a fait, c'est-à-dire on a fait la guerre pour libérer notre terrain, puis on s'est arrêté, on a dit on voulait s'organiser et avoir pas mal de
c'est-à-dire orienter notre armée. Mais les Marocains nous ont provoqué, c'est une provocation de leur part, c'est tout ce que je dis. Mais quand même, les Marocains, le Maroc est un peuple arabe comme vous. Alors qu'est-ce que vous ressentez à lutter contre les Marocains? Le peuple marocain, on n'a rien contre le peuple marocain, mais c'est surtout ces gouvernants qui ont une autre formation, qu'elle n'est pas la nôtre. Nous, Algériens, qu'on veut ouvrir toutes les frontières et faire un Maghreb arabe, ils ne se limitent pas à Tindouf ou à... On veut l'ouvrir une fois pour toutes, c'est notre idée, quoi. Il aurait dû passer par d'autres... il aurait dû passer par un dialogue, comme notre gouvernement l'a bien précis dans tous les discours qu'il a fait Ben Bella. Je pense qu'il pouvait, il y avait le seul moyen, c'est de discuter, de parler. Et nous retrouvons le désert dans lequel évoluent péniblement des hommes tassés et secoués dans des camions qui font peut-être partie de ceux offerts par le Maroc, comme certaines pièces d'artillerie et chars AMX, cadeaux également du voisin chérifien à l'heure de l'amitié, qui sont maintenant retournés contre lui. Mais la mécanique est une chose à côté de laquelle on n'oublie pas le prix que vaut dans le désert l'antique et traditionnelle monture saharienne adaptée aux besoins du moment. Quelle était la situation militaire des Algériens au moment où ces images ont été tournées? Michel Honorin nous l'explique maintenant. Le front, c'est ici, nous y sommes, et le Maroc, c'est derrière, paradoxalement. Mais pourquoi le Maroc est-il derrière nous et que les Algériens sont tournés vers leur pays? C'est que les Marocains tentent un mouvement de tenaille vers la gauche, donc vers le nord, et que les Algériens résistent à la poussée marocaine. Les Marocains sont très nombreux, ils sont un peu partout, en face, derrière, et les soldats algériens sont répartis tout au long de cette vallée, gardant les points d'eau, de façon à faire des combats très difficiles pour les Marocains. Voilà la situation sur la frontière. Je vous répète que nous y sommes. Le Maroc est très près et les Algériens, l'armée nationale algérienne, résiste pour l'instant à une tentative de poussée marocaine vers l'intérieur du territoire algérien. Et maintenant, en même temps que ces images, nous nous transportons du côté marocain, là où se trouve une autre équipe de 7 jours du monde, et au moment précis où les deux adversaires se mitraillent. Écoutez. Un peu plus tard, Michel Colomès recueillait à son tour l'opinion de combattants marocains. Comment elle se passe, cette guerre? Cette guerre se passe très bien. Nous sommes gonflés, nous sommes prêts à défendre notre territoire et nous sommes prêts à défendre le pouce de notre terre, n'est-ce pas, pour que les Algériens ne s'approchent pas de notre territoire national. Vous avez eu beaucoup de pertes? Non, pas du tout. Comment ça s'est-il passé sur le plan militaire, la reprise d'Hassin Beïda? La prise d'Hassin Beïda, parce que les Algériens nous ont pris par lâcheté et enfin, nous sommes venus et nous avons repris nos positions avec succès. Les troupes ont bon moral? Très bon moral, très gonflé. À Tagounit, le PC avancé de l'armée marocaine, à une quarantaine de kilomètres au nord d'Hassin Beïda, les troupes marocaines viennent au repos et se préparent à d'autres opérations. Michel Colomès y a rencontré un colonel marocain qu'il va questionner à son tour. Vous continuez à occuper Hassin Beïda? Nous continuons à occuper Hassin Beïda. Vous m'avez convaincu parce que je suis mal placé pour vous faire des déclarations. Je ne suis pas habilité à le faire. Mais pour ce point-ci, je crois que je peux le faire.
Il y a un correspondant hier, paraît-il, qui a prétendu qu'il parlait d'Hsebeda. Alors vous-même qui avez été sur place, vous avez pu constater qu'Hsebeda est toujours entre nos mains. Entre les mains des Marocains. Pour une mise au point, on pourrait très bien amener un correspondant venant de France dans un coin rocailleux avec quelques palmiers, quelques soldats autour et prétendre que c'est Hsebeda. Rien ne le prouve. Quant à vous, je pense que vous savez où c'est Hsebeda, vous l'avez montré sur la carte, donc il n'y a pas d'erreur sur le point. Et vous avez bien été, c'est moi qui vous interviewe cette fois-ci, vous avez été bien à Hsebeda. Certainement, mon colonel. Mais dites-moi, il y a une chose tout de même qui frappe. Se battre pour un coin de désert, ça paraît pas un peu inutile? C'est une question qui me dépasse. Voilà, nous sommes à Figuig. Figuig où, cette fois-ci, le cessez-le-feu est effectif. La première nuit de calme, nous l'avons passée cette nuit dernière. En face de nous, de l'autre côté, des crêtes, à 2 km à peu près, on peut même les apercevoir à la jumelle, les Algériens. Ici, un poste qui était jusqu'à présent un poste de tir avec une mitrailleuse 12-7 et qui est maintenant un poste d'observation. On attend, on s'observe à la jumelle, mais pour le moment, on ne tire plus. Ça a été dur les combats, monsieur? Oui, ça a été dur? Oui. Ça a duré combien de temps? Le pécan ici, c'est 4 jours. 4 jours? Oui. Vous avez eu beaucoup de camarades blessés ou tués? Oui, il y en a beaucoup. Beaucoup? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez de cette guerre qui maintenant semble être finie? On a fait une guerre entre les camarades, entre les frères. C'est eux qui veulent rentrer dans notre terre et dans notre pays. Vous étiez depuis combien de temps dans l'ANP? Et je suis engagé le 28. 28 octobre? Oui. Pour la guerre alors? Oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit lorsque vous êtes engagé? Ils n'ont rien dit, mais on a entendu dans le poste que le Maroc veut prendre le Sahara. Les Algériens ne veulent pas. La conférence de Bamako a réussi, du moins a-t-elle abouti à une signature. Le roi Hassan II et le président Ben Bella, accueillis tour à tour par le président du Mali, Modibo Keïta, et le Négus, devaient parvenir, grâce à l'intervention de ces derniers, à un accord de cessez-le-feu. Après 2 jours de négociations au cours desquels les 2 adversaires refusèrent d'abord de se rencontrer, l'action des 2 médiateurs fit prévaloir une formule qui pouvait obtenir l'assentiment du Maroc et de l'Algérie. C'est donc cette formule que signèrent Ben Bella d'un air grave, le roi Hassan d'un air souriant. Et ce fut la première poignée de main. Entre-temps, les forces marocaines avaient repris au nord de Tindouf le poste d'Oum El Achar occupé par une unité algérienne. Les adversaires laissèrent sur le terrain des morts et des blessés et 40 Algériens furent faits prisonniers avec leurs armes. D'autres actions du même genre devaient se produire bien après l'heure fixée pour le cessez-le-feu. Et le nom de Figuig, situé en terre marocaine, emporté par les Algériens puis reprise par les Marocains, a fait peser pendant 3 jours une nouvelle interrogation sur la fin des combats.